Non mais t'as vu ce paysage, regarde-moi cette lumière là, cet éclat, c'est formidable. Alors on vient d'employer le mot lumière dans la phrase précédente. Mais concrètement, c'est quoi la lumière ? Trois infos préliminaires sur ce nouveau format, et oui, ça s'appelle les Skippy. Pourquoi les Skippy ? Parce que je fais le grand gourou pour vous et organise les connaissances du net pour vous faciliter la compréhension. Tout simplement et tout très modestement. Voilà. Alors c'est pas vraiment moi qui vais parler de la lumière aujourd'hui, moi je vais juste avoir le rôle de guide et vous envoyer vers des superbes vidéos qui résument très bien les choses. Alors certaines vidéos vont être plutôt orientées histoire, d'autres vidéos vont plutôt être orientées application. Je vais donc tout simplement vous faire le tri dans ce grand maelstrom, histoire que vous puissiez comprendre quelque chose. Et pour commencer, une petite signalétique s'impose. Chaque vidéo, je vais vous dire si elle est facile d'accès, si elle est d'accès moyennement facile, ou alors si c'est carrément ardu, presque niveau universitaire. Et en plus, comme je suis sympa, je vais vous donner la durée de la vidéo, histoire que vous sachiez si vous allez passer 1h30 sur cette conférence, ou si c'est simplement 2 minutes hyper rapide, hyper fun. Et bien sûr, je vais vous dire un petit peu quand même de quoi ça parle, et surtout, vous donner le lien internet. Vous êtes prêts maintenant ? C'est parti ! Nous commençons par une première vidéo qui vient de la chaîne Synchrotron Soleil, qui est une chaîne qui gagne à être connue, parce qu'en fait c'est une chaîne de scientifiques qui travaillent sur un grand instrument qui se trouve sur le plateau du CEA à Saclay. Ces scientifiques font de la vulgarisation de très haut niveau. Et je commence par cette vidéo qui vient de chez eux et qui parle en fait de l'histoire de la lumière, de l'onde au photon. Cette vidéo reprend toutes les expériences fondamentales qui ont eu lieu de Galilée, même avant Galilée, et vont jusqu'à la notion même de photon moderne. Et tout ça en des langages très simples, et c'est du coup pour moi la vidéo qu'il faut absolument voir en premier si on veut comprendre ce que c'est que la lumière. La deuxième vidéo que je vous conseille, c'est une vidéo de la chaîne YouTube ScienceClick qui fait des formats relativement courts, plutôt 5 minutes. Et en fait là, on y apprend un petit peu le b.a.-ba de ce que c'est qu'une onde en fait. Donc on prend comme point de départ le fait que la lumière est une onde et on va un petit peu aussi parler de cette dualité onde-corpuscule. Mais on fait tout ça en 5 minutes. Donc en gros il y a plein de mots-clés, il y a plein de questions ouvertes et c'est plutôt très bien comme entrée en matière. Comme troisième lien, je vous propose en fait un site internet qui va parler de la réfraction et qui le fait très bien. La réfraction c'est un mot compliqué, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la réfraction ? Mais la réfraction, c'est quand on s'intéresse au passage de la lumière d'un milieu vers un autre milieu. La réfraction, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça va changer la direction de la lumière. Il y a plusieurs façons d'expliquer cela. On peut passer par l'explication en utilisant ce que l'on appelle le principe de Fermat. Je vous mets un petit lien vers une vidéo qui explique le principe de Fermat. Voilà. On peut aussi l'expliquer à partir d'un formalisme ondulatoire, c'est-à-dire en utilisant les lois de l'électromagnétisme, et je ne m'y attarderai pas ici. Donc vous l'avez compris, la réfraction de la lumière, ça va changer en fait la direction de propagation de la lumière quand on passe d'un milieu à un autre milieu. Et pour voir ça, pour le mettre en évidence, il y a des expériences très fun en fait, notamment la fameuse expérience où on met une pièce dans une tasse, on la regarde sous un certain angle et ensuite quand on la remplit petit à petit d'eau, on va voir disparaître la pièce. Un petit lien vers la vidéo ici. Et puis un petit lien vers une autre vidéo sur la réfraction là. Sans vous faire un cours d'histoire des sciences, nous en arrivons à Galilée. Galilée en 1610 reçoit une lunette et décide de la pointer vers les étoiles. Et il y découvrira des choses passionnantes. Notamment, il découvrira que la Voie lactée n'est pas un tissu laiteux qui se trouve dans le ciel, mais composé de milliers d'étoiles. Il découvrira également les satellites, que l'on appelle d'ailleurs galiléens, en hommage à Galileo Galilei. Et il montrera que ces 4 petits points tournent autour de Jupiter. Ce qui est plutôt étrange, puisque tout à l'époque est censé tourner autour d'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. En 1668, Cassini réalise des mesures de la date des éclipses des différents satellites de Jupiter et il classifie tout ça, ce qui permet à terme de pouvoir prédire la date exacte des éclipses des satellites de Jupiter.
Or, il y a un bug. Certaines fois, il y a des avances par rapport aux dates et certaines fois des retards. Et ça ne peut s'expliquer, dit Romer, que parce qu'en fait, la vitesse de la lumière n'est pas infinie, mais finie. Et donc du coup, en fonction de l'orbite relative entre Jupiter, la Terre et ce satellite, eh bien en fait, le trajet sera plus ou moins long et donc prendra plus ou moins de temps à la lumière, jusqu'à plusieurs minutes. Alors tout ça, c'est expliqué dans les vidéos qui vont suivre dans pas longtemps. Avant de vous envoyer les liens vers ces vidéos, je continue ma brève description. Donc Romer va tomber sur une estimation de la vitesse de la lumière qui est le bon ordre de grandeur. Mais elle se base sur des mesures de distance et à l'époque ces mesures de distance ne sont pas très bien connues. Donc du coup les barres d'erreur sont relativement importantes. Il faudra attendre assez longtemps. Il faudra attendre même 1849 pour avoir une mesure plus précise de la vitesse de la lumière. C'est Fizeau, grâce à un dispositif expérimental, donc qui balaye complètement les astres, il s'en fiche complètement, il va sur Terre mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. 1849. C'est assez précis, mais il y a quand même une barre d'erreur relativement imprécise. Et donc son pote Foucault, en 1862, va lui aussi mettre en place un dispositif expérimental, cette fois-ci beaucoup plus précis, qui va permettre de faire une mesure de la lumière ultra précise. On saura dorénavant que la lumière voyagera à la vitesse de 300 000 km par seconde. 1 seconde pour aller sur la Lune, 8 minutes pour aller sur le Soleil, et puis 4 années pour aller sur l'étoile la plus proche. C'est juste à côté. Je vous mets le lien vers les vidéos qui décrivent les dispositifs expérimentaux de Fizeau et de Foucault. Alors allez-y vraiment, s'il y a 2 vidéos que je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment ces 2-là, parce que c'est super bien expliqué, les trajets de la lumière sont bien expliqués, c'est vraiment ultra bien vulgarisé, alors n'hésitez pas. Je préciserai quand même que Galilée avait tenté de faire l'expérience de la vitesse de la lumière en se mettant en haut d'une colline et en mettant un pote à quelques kilomètres en haut d'une autre colline, et en fait malheureusement à cause du fait que la lumière va très vite, il n'arrivera jamais à la mesurer. Mais il ne conclura pas qu'elle est instantanée cette vitesse, il conclura juste qu'il n'est pas capable, avec les outils qu'il possède, de la mesurer. Ça, c'était un vrai physicien. Passons à présent au caractère ondulatoire de la lumière. Vous connaissez tous la fameuse expérience d'Young, des fentes d'Young. C'est-à-dire qu'en fait, on fait passer la lumière, une même lumière, par 2 fentes et on voit de l'autre côté des interférences. Donc là, je vous envoie à une vidéo sur les fentes d'Young pour que vous voyez vraiment ce que c'est et ce que c'est que des interférences. Continuons sur l'aspect ondulatoire de la lumière. Une question très simple à se poser, c'est pourquoi la couleur des papillons est bleue? Quel est le rapport avec la choucroute? Et donc là, on va parler dans cette vidéo un petit peu de diffraction. À ne pas confondre avec la réfraction de tout à l'heure. Continuons sur l'aspect ondulatoire de la lumière. Qui dit ondulatoire dit longueur d'onde, donc en fait dit couleur. En fait, on va des ondes radio aux rayons gamma. Et on passe au milieu par les longueurs d'onde visibles, qui sont en fait visibles à notre œil. Donc une petite vidéo sur comment marche notre œil ici, et une vidéo sur ce que sont en fait les spectres. C'est encore une vidéo de la chaîne Soleil Synchrotron. Avant que j'oublie, un petit lien aussi vers cette vidéo qui est en fait un cours de Terminal S sur la diffraction, où en fait on aborde les choses de façon assez phénoménologique, mais qui permettent à peu près tout le monde de comprendre. Et on va un tout petit peu plus loin en termes d'application, puisqu'on parle un petit peu de cristallographie, et on montre que la diffraction, c'est utile en sciences notamment, pour déterminer la nature des cristaux grâce à leur interférence avec une onde. Ça diffracte, on analyse ce que c'est, on sait si c'est un cristal ou quelque chose d'amorphe. Et tant qu'on y est, augmentons un petit peu la difficulté du propos, et je vous conseille maintenant d'aller voir les cours de Richard Taillé. Donc c'est des cours de niveau universitaire qui sont mis en ligne, et là il s'agit en fait de cours d'optique ondulatoire. Donc vous allez parler à la fois d'interférence et de diffraction, entre autres. Un petit peu d'électromagnétisme aussi, ça fera pas de mal. Voilà, donc je vous conseille d'aller suivre ce cours. Alors maintenant j'ai une question. Savez-vous depuis quand les rayons X sont connus? Mais en fait, ça va vous surprendre, mais dans les hôpitaux, on utilisait les rayons X avant l'électricité, vous vous rendez pas compte? C'est un truc de malade. Bon, si vous voulez en savoir plus, bah écoutez, regardez cette vidéo entièrement, c'est un format très accessible et documentaire. En plus, vous allez apprendre des choses sur la Première Guerre mondiale.
On n'a pas encore parlé de mécanique quantique en fait là-dedans, hein. On n'a pas encore parlé des années 1900 et quelques, d'Einstein, de l'effet photoélectrique. Pas vraiment encore. Du coup, ça va peut-être être l'occasion de commencer à en parler. Et pour faire ça, en fait, il va falloir regarder en premier la vidéo de Y penser qui parle de la catastrophe ultraviolette. Donc c'est ici. Il n'y a aucune équation véritablement et c'est vraiment très bien expliqué et vulgarisé. Donc je vous encourage à y aller. Et juste après, je vous encourage à aller faire le petit effort et à retourner voir Richard Taillet avec son cours sur en fait le fonctionnement d'un laser. Et vous allez comprendre le lien entre les deux. Et pour être complètement sûr que vous avez bien compris, vous allez retourner voir une petite vidéo de Uniciel qui est ici, qui fait 5 minutes et qui est très vulgarisée pour le coup, sur le fonctionnement d'un laser. Alors petite parenthèse sur Uniciel, c'est une plateforme, je vous mets le lien vers le site internet ici, où vous allez trouver tout un tas de documents pédagogiques très intéressants. C'est surtout pour les étudiants de premier cycle universitaire, mais pas limité à eux, et en fait vous allez voir, il y a plein de cours dans plein de matières. Donc ceux qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin, je vous conseille de vous balader, de vous perdre sur ce site qui est superbe. Alors si on veut aborder un petit peu la dualité onde-corpuscule, je vous conseille d'abord cette vidéo d'introduction qui va clairement nous faire un rappel historique comment est apparu le concept de cette dualité. Et ensuite, je vous recommande chaudement les deux conférences d'Alain Aspect. Si vous deviez en choisir une, ce serait celle-ci, mais je vous conseille de regarder celle-ci et celle-là. Voilà. Et mais j'ai oublié de parler de quelque chose. La polarisation de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot encore? Alors la polarisation, vous pouvez voir ça comme une caractéristique intrinsèque à la lumière. En fait, si on parle de champ électromagnétique, en fait, c'est un champ électrique qui va se propager avec, imaginez une flèche qui se propage comme ça, en avançant et en faisant des hauts, bas, haut, bas, haut, bas. Cette polarisation-là, en fait, si vous lui permettez de passer, bah, ça va passer. Si vous ne lui permettez pas de passer, bah, ça passera pas simplement. Donc voilà. Donc la lumière, on dit qu'elle est polarisée. Avec notre œil, on n'est pas vraiment sensible à cette polarisation. Par contre, on va vous montrer dans cette vidéo amateur, mais qui est en salle de travaux pratiques, ce que c'est que la polarisation de la lumière. Et vous allez voir que ça sert finalement tous les jours. On s'en sert quand on va voir au cinéma des films en 3D. On va voir aussi qu'on est protégé au ski, grâce à des lunettes qui sont des filtres spéciaux et qui prennent en compte le fait que la lumière peut être polarisée. Pensez-vous que la dualité onde-corpuscule ne s'applique qu'aux photons? Alors? Eh bien en fait, elle s'applique à toutes les particules, a priori. Ça a été montré il y a peu, relativement peu, pour l'électron. Oui, l'électron se comporte aussi parfois comme une onde. Je vous encourage à regarder cette vidéo. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, on se pose la question de savoir jusqu'à quelle taille de molécule ça marche. Et là, je vous renvoie vers un site internet, donc, où il y a un lien vers un article scientifique, et on voit le dispositif expérimental, en fait, où on voit que des sources de C60, donc sous forme d'un jet, en fait, de molécules de C60, eh bien, il a été réussi à être diffracté. Et ça peut se faire que si c'est des ondes. Donc clairement, les molécules de C60, 60 atomes de carbone, c'est un gros ballon de football de 1 nanomètre à peu près, pas si gros que ça mais c'est quand même pas tout petit, et bien cette molécule, elle a aussi des propriétés de diffraction. Donc la dualité en onde-corpuscule, vous voyez que ce n'est pas que pour le photon. Alors juste avant de conclure, je vais vous donner deux petites applications, alors parmi plein, j'ai pas de critères particuliers, c'est juste que j'ai bien aimé ces deux vidéos, alors je vous les montre. La première, c'est la photonique sur silicium au CEA, que vous voyez ici. Donc on va vous parler de multiplexage, de transfert de données dans des fibres optiques, mais vous allez voir tout ça finalement, bah, c'est de l'optique, c'est des photons, c'est de la lumière, c'est la joie. Et je vous parle aussi d'une source qu'on appelle la source Soleil au CEA à Saclay. Vous avez vu les deux vidéos qui sont issues de ce groupe. Eh bien, je vous montre maintenant une vidéo qui explique ce que c'est que ce synchrotron Soleil à Saclay. Vous allez voir que c'est une source de lumière qui permet de délivrer la couleur que l'on veut avec un nombre de photons très élevé. Et ça, en recherche fondamentale, c'est génial. C'est un peu le couteau suisse de la source lumineuse et on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Et voilà, le premier Skippy est fini, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, restez critiques. Ça vous a plu, vraiment? Non, parce que si ça vous a pas plu, faut le dire, hein.
Voilà, c'est pas compliqué. Toi aussi, il faut le dire, là, au lieu de m'éclairer comme ça la gueule.